7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Alors les élections européennes arrivent à grands pas, toutes les listes qui y concourront n'ont pas encore été annoncées, peut-être même n'ont-elles pas toutes été définies. En tout cas, notre invité a pris les devants puisqu'il est à l'origine d'un appel transpartisan pour des peuples libres dans une Europe libre, vaste programme. On en parle donc ce matin avec Jean-Frédéric Poisson, bonjour. Bonjour et bonne année à tous. Merci. Alors Jean-Frédéric Poisson, vous êtes président du parti Via la Voix du Peuple, vous avez été maire puis député des Yvelines et aujourd'hui vous êtes à l'origine de cet appel, donc signé par une vingtaine de personnalités. Je salue en même temps, alors c'est scandaleux, j'ai oublié Didier Maistre. Mais quelle honte! Mais oui, je suis navrée. C'est dingue. Vous êtes omnibulé par Jean-Frédéric Poisson. Qui lui est en studio, ça, non mais... Didier Maistre était évidemment absorbé par la chanson de Chimène Badi. Je m'en vais. Non, ne partez pas. Il a mis d'ailleurs un peu de temps à s'en remettre, c'est pour ça qu'il était en apnée pendant quelques secondes avant de... Bonjour monsieur Maistre, ravi de vous voir ce matin. Bonjour monsieur Poisson. Oh, c'est dur ce matin. Bon, nous revenons donc au sujet de cet appel transpartisan lancé. Alors, à qui justement? C'est la question. À qui s'adresse-t-il cet appel? Il s'adresse à tous les Français, c'est une alerte en réalité, peut-être autant qu'un appel. C'est un texte qui prend le contre-pied de ce qui semble être l'évolution normale ou la couleur normale du scrutin européen de juin prochain. Tout le monde a l'air de dire il faut que ça soit un référendum, là, alors les uns contre Macron, les autres un référendum sur l'immigration ou contre l'immigration, c'est comme on veut, en oubliant qu'il y a des enjeux encore plus importants que cela. Et ces enjeux concernent principalement le maintien de nos libertés individuelles et de nos libertés publiques et leur existence. Ça fait des mois maintenant, voire quelques années, que j'alerte nos compatriotes sur des choses qui se profilent de manière tout à fait concrète et urgente. À cause d'initiatives de la Commission européenne, je parle de l'installation de l'identité numérique, du pass énergétique, du pass sanitaire européen, de la suppression de l'argent liquide, de la censure de la liberté d'expression. Vous avez entendu M. Breton qui nous explique que peut-être que Twitter n'avait plus rien à faire en Europe, enfin X n'aurait plus rien à faire en Europe parce que sur X, il y a des gens qui disent des méchancetés, et même des trucs pas beaux même parfois. Et donc tout ceci concourt à ce que petit à petit nos libertés se restreignent. Le gouvernement français ne les protège plus quand il ne les réduit pas lui-même. On a vu ce qui s'est passé au moment de la crise sanitaire. La suspension des salariés non vaccinés. La loi Avia qui concernait aussi l'interdiction de la haine sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment on interdit la haine, moi, mais voilà. Donc tout ça dresse un climat, un paysage dans lequel petit à petit nos libertés s'effritent. Et si nous n'avons plus de liberté individuelle comme publique, alors vous pouvez demander tous les référendums que vous voulez. À quoi ça sert si vous n'avez pas de liberté d'expression? Vous pouvez décider toutes les politiques publiques que vous voulez. À quoi servent-elles si jamais vous n'avez pas la liberté, comme gouvernant, comme citoyen, de les appliquer? Bref, les libertés sont une condition d'exercice de tout le reste. Et si nous ne nous occupons pas de ça, alors franchement, le reste ne sert à rien. C'est cette alerte que nous avons lancée avec ces signataires qui seront rejoints dans quelques jours par un certain nombre d'autres, probablement. Didier Maistre, vous avez le droit de parler. Oui, alors cet appel est assez dense et assez complet, je dirais. Si vous voulez, on va un peu le détailler parce que c'est intéressant. Vous avez rassemblé un peu tous les motifs de colère. Vous parlez de la privation de liberté, une certaine digitalisation, numérisation de la société qui on arrive à gérer des comportements et à nier finalement les libertés individuelles et les libertés collectives. Et vous commencez cet appel par le fait que la France, vous dites, est engagée dans le conflit russo-ukrainien sans que les Français aient été consultés. Alors ça, c'est vrai que c'est quand même incroyable, après avoir été un laboratoire pharmaceutique géant avec énormément de conflits d'intérêts, puisque le mari de Madame von der Leyen est partie prenante dans la thérapie génique, et il a utilisé les fonds de relance européens pour créer des filiales qu'il a aussitôt dissoute. Michel Rivasi avait été le relais de ce qu'on avait poussé pour justement alerter, saisir la commissaire chargée de la déontologie. Elle lui avait dit de circuler, il n'y a rien à voir. Mais là, pareil, elle est devenue finalement marchande et distributrice d'armes sans que le Parlement, ni le Sénat, ni l'Assemblée nationale, donc, n'aient été consultés. Est-ce que c'est quand même assez incroyable et que
Monsieur Bayrou, c'est lui qui, sur les ondes, a dit il y a eu une réunion à Saint-Denis, tout le monde est d'accord, ça s'est fait à côté, et les Français ne sont pas consultés, le Parlement n'est pas consulté, alors que d'une certaine manière, nous sommes co-belligérants dans cette affaire. C'est choquant. D'une certaine manière, c'est parce que vous avez décidé d'être aimable ce matin, Monsieur Mahisto. Oui, c'est la nouvelle année. Oui, profitons-en. Non, nous sommes complètement co-belligérants. Enfin, vous savez, c'est le fameux sketch de Coluche. Quand nous étions jeunes, un pays neutre est un pays qui ne vend pas des armes à un pays en guerre, sauf s'il paie comptant. On est exactement dans cette situation. Par ailleurs, c'est ce que vous dites là, l'exemple que vous évoquez, illustre parfaitement également une restriction de nos libertés. Car ce qui est un de mes étonnements quotidiens par ailleurs, ce que les Français n'ont pas l'air de saisir, pour la majorité d'entre eux en tout cas, c'est que lorsque les institutions sont affaiblies, nos libertés le sont du même coup. Et de manière exactement, non pas proportionnée, équivalente. Le mépris du Parlement est un mépris du peuple français. Ne pas solliciter le Parlement alors qu'on est en guerre aux côtés de l'Ukraine contre la Russie depuis maintenant presque 2 ans, on va dire un peu moins de 2 ans, est une atteinte aux libertés et à la souveraineté du peuple français. Et quand on a commencé à attaquer cette souveraineté, ces libertés, ma foi, le principe est pris, le pli est pris, il n'y a plus de raison de s'arrêter. Et en définitive, cet exemple est révélateur du peu de cas que les gouvernants actuels, et le changement des premiers ministres ne changera rien à cela, du peu de cas que les gouvernants actuels font des libertés, de la souveraineté nationale de notre peuple et des Français que nous sommes. Oui, et puis on ne va pas se livrer à une comptabilité morbide, mais quand même, on a l'impression, c'est plus qu'une impression, qu'une guerre en chasse une autre. Aujourd'hui, on ne parle plus que de Gaza, certains parlent de génocide, de ripostes disproportionnées. On parle peut-être de 20 000 morts, ce sont les chiffres du Hamas, du ministère de la Santé du Hamas en tout cas. Bref, en réalité, sur le front ukraino-russe, qui fait 1000 km de longueur sur 30 km de profondeur, il y aurait, d'après les meilleurs observateurs qui vont sur le terrain, 1000 morts par jour, on serait entre 500 000 et 700 000 morts, avec un peuple ukrainien qui est envoyé à l'abattoir par Zelensky, qui commence à être lâché d'ailleurs. On voit bien, y compris d'ailleurs par sans doute les États-Unis. C'est quand même tout à fait préoccupant de voir que le Parlement, sur ce sujet-là, ne dit rien, n'est pas consulté, plus personne ne parle de cette guerre, ou alors en termes de propagande pour certaines chaînes d'infos qui ont choisi leur camp et qui ne font plus du tout de l'information. Et ça, c'est quand même très préoccupant du point de vue de l'intérêt porté à la voie parlementaire, mais aussi au peuple français. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que cette partie du monde en plus. Il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord quelque chose dont il ne faut jamais sous-estimer l'importance, c'est en général la méconnaissance ou l'ignorance à la fois de l'histoire, des traités, des cultures, des régions, des territoires eux-mêmes, sauf exception. Aucun de ceux qui discutent ou qui intervient, je parle des parlementaires ici ou des membres du gouvernement, de ces questions ukrainiennes et russes, n'a jamais mis les pieds de sa vie ni en Ukraine ni en Russie, ce qui est toujours plus compliqué pour parler de... Je préfère écouter parler des Régis Le Sommier ou des journalistes qui ont mis leur chemise et qui sont allés voir sur place ce qui se passe plutôt que des commentateurs. Premier élément. Et encore une fois, la connaissance des traités, de l'histoire, des accords de Minsk dans cette affaire est absolument décisive. Personne ne les connaît, personne ne s'en souvient plus. Même commentateurs, j'ouvre une petite parenthèse que je referme aussitôt, que nous avons eu sur le Covid, par exemple, pareil, avec les fact-checkers, aussi, oui. Les super commentateurs, qui, après s'être plantés surtout sur le Covid, sont devenus des géopolitologues incroyables. Oui, c'est ce qu'Alain Bauer, je crois, appelle les toutologues. Je trouve que les toutologues, je trouve que l'expression est tout à fait parlante. Ils parlent de tout et surtout de rien. Il y a aussi la couardise, parce que très franchement, si on s'arrête honnêtement 2 minutes sur cette affaire russo-ukrainienne, on peut décemment pas considérer que la Russie est responsable de tout toute seule. Ça, c'est pas possible. Ou alors, on regarde pas les mêmes textes et on n'a pas les mêmes informations sous les yeux.
Donc il y a une forme de manque d'assertivité, de courage, de colonne vertébrale, vous appelez ça comme vous voulez. Enfin, il y a bien d'autres parties organiques qui me viennent à l'esprit, mais on les énoncera pas sur ce plateau. Mais en définitive, c'est ça, ça manque de moelle. Il fallait être un peu courageux pour dire aux États-Unis, à l'Union européenne, écoutez, ça suffit maintenant, vous allez arrêter vos bêtises et on ne va pas envoyer à l'abattoir. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Parce qu'à la fin du compte, ça ne servira à rien, cette affaire, à part avoir fait tuer des gens. À propos de ces accords de Minsk, dont la France était un des artisans, avec l'Allemagne, les signataires, quand vous avez effectivement François Hollande et Angela Merkel qui disent que les accords de Minsk, finalement, c'était un peu bidon, c'était pour gagner du temps, afin de permettre à l'Ukraine de se réarmer, de se restructurer avec l'aide de l'Occident et notamment de l'OTAN. Alors là, on est vraiment dans une tragicomédie. C'est la tragicomédie à laquelle les Russes, à un moment, ont décidé qu'ils ne voulaient plus jouer. Et ils ont dit à un moment, arrête de jouer. On vous a dit depuis longtemps que nos intérêts vitaux sont en jeu, ils sont mis en danger par votre politique internationale et votre politique militaire, donc on arrête. Mais vous voyez, je pense que cette couardise-là se retrouve, pour revenir sur cette question des libertés de manière concrète pour le peuple français, avec l'affaire de la suspension des salariés non vaccinés. Je n'ai pas entendu, ou alors j'ai mal entendu, de protestation particulière contre ce texte. Je n'ai pas vu de saisine du Conseil constitutionnel une fois qu'il a été adopté. D'ailleurs, les syndicats se sont tués aussi de manière unanime, ce qui m'a énormément choqué. Et Dieu sait que je les défends d'habitude. Et nous sommes très peu, finalement, à avoir saisi les instances judiciaires françaises, Conseil d'État ou Conseil constitutionnel, enfin Conseil d'État pour ce qui nous concerne, sur ce genre de texte. Mais encore une fois, 30 secondes d'examen du texte de loi par lequel les salariés non vaccinés sont suspendus doit faire comprendre à n'importe quel parlementaire que cette disposition est contraire aux droits fondamentaux des personnes et à l'exécution des contrats de travail. Je ne vois pas comment on peut tirer d'autres conclusions. Ça n'a pas empêché que ce texte est passé comme une lettre à la poste parce que le contexte général invitait finalement chacun au conformisme, une certaine forme, encore une fois, de lâcheté. Défendre les libertés des gens, ça demande un peu d'affirmation et un peu de courage. Et le texte que nous avons signé avec quelques amis il y a maintenant 2-3 semaines invite les Français eux-mêmes à secouer le cocotier et à demander à leurs responsables politiques, leurs représentants, un peu de lucidité, un peu de courage. Oui, c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, notamment, il y a eu très peu, un peu à gauche, enfin des personnalités, en fait, et puis aussi à droite, qui se sont élevées contre, sans parler du vaccin en lui-même, puisque souvent, le système invente des néologismes comme ça, anti-vax, complotistes, on vous met ça, le sceau de l'infamie sur le front pour vous empêcher de réfléchir, mais simplement sur le côté suspension, effectivement, que vous venez d'évoquer, ou privation drastique des libertés publiques, il y a eu une espèce de consensus mou de l'ensemble des partis politiques sur la question. Alors même qu'après, vous avez un certain nombre dans un certain nombre de pays, les médias ont fait leur amende honorable, les politiciens se sont excusés et ont réintégré, quand c'était le cas, tout de suite les personnels suspendus, parce qu'il y a eu beaucoup de promesses qui avaient été faites sur ce vaccin, qui ont été battues en brèche par toutes les études qui petit à petit sortent. Et là, il n'y a eu aucune excuse, aucune réintégration, aucun dédommagement, mais on en a fait des métèques, c'est-à-dire au sens grec du terme. On les a exclus de toute citoyenneté, sans revenu, sans aucune aide, comme vraiment des malfrats. Et ça, c'est vraiment très, très choquant. Oui, et encore une fois, le Covid est révélateur d'un climat, d'un paysage, d'une espèce de toile de fond devant laquelle se jouent les enjeux d'aujourd'hui. Je veux dire par là que je fais partie de ceux qui pensent que cette crise sanitaire n'a pas été voulue comme telle, mais qu'un certain nombre de gens qui ont des agendas contraires aux intérêts des peuples en ont profité pour pousser leurs projets, accroître leur réseau et accroître leurs moyens et faire accepter dans la loi que des dispositions inacceptables en toute autre circonstance soient inscrites et soient mises en œuvre. Et par ailleurs, j'y reviens, j'espère que ça a été déjà un peu fait, mais il faut attendre un petit peu de temps avant que l'histoire de la crise sanitaire de 2020-2021 soit faite en détail.
Mais vous comprenez, vous avez tous ce souvenir de... Alors je ne sais plus lequel s'y était collé, si j'ose dire à l'époque, peut-être bien M. Castex et M. Véran, comme souvent, nous expliquaient que dans les cafés, il fallait s'asseoir parce que le virus circulait à 1,50 m d'altitude et qu'en dessous d'1,50 m, il ne circulait plus, donc il n'était plus contagieux. Il fallait s'asseoir quand on était dans les bistrots et pas rester debout. De même sur les plages, ce virus était incapable de saisir les gens quand ils étaient assis, mais le même virus pouvait les saisir quand ils étaient debout et qui marchait. Donc, de même que dans des hypermarchés bondés, alors qu'ils avaient fait fermer les marchés à ciel ouvert, il fallait suivre la flèche rouge dans un sens, parce que le virus étant intelligent, comprenait qu'il fallait suivre le sens de la marche, et si vous étiez à contre-courant, alors là, vous attrapiez le virus suivait le sens de la marche, mais devant les gens. Devant, oui, parce que s'il est dans le sens de la marche, mais au milieu des gens, ça évidemment, ça marche plus non plus. Alors, mais le virus, c'est poli. Le virus est bien élevé et a un QI qui est très au-dessus de la moyenne. Chacun le sait. Donc vous voyez ce genre d'absurdité. Enfin, comment se fait-il que personne n'a sauté à la gorge du ministre de la Santé ou prétendu tel de l'époque en disant « Monsieur, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles ». Je parle de la classe politique, je ne parle pas des médias. On en avez quelques-uns, vous en avez été un, j'en étais aussi. À protester énergiquement ce genre de billevesée. Mais je ne me souviens pas d'avoir entendu des débats parlementaires autour de ça, en agrafant le ministre, en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Parce que le climat était, voilà, il faut protéger les choses. Ça démarre, vous savez, avec l'état d'urgence, cette affaire. Post-attentat. Je me souviens d'avoir été en charge de contrôler l'action de l'État après les attentats du Bataclan, dans la mise en œuvre de l'état d'urgence. Et la question s'est posée pour le Parlement de savoir, après la première prolongation de 3 mois post-attentat, donc fin février, le président de la République, François Hollande, demandait au Parlement de prolonger 3 mois supplémentaires. J'ai refusé de voter cette prolongation, considérant que les effets opérationnels de l'état d'urgence, les contrôles, les perquisitions, les assignations à résidence, les saisies, le début des procédures judiciaires, tout ça avait été accompli dans les 3 premiers mois. Pour une raison simple que les policiers expliquent et que tout le monde peut comprendre. Une fois que vous avez commencé à perquisitionner tous les méchants, évidemment, le reste que vous n'avez pas perquisitionné, il ne reste pas chez eux, il déménage. Donc il faut recommencer à zéro. Donc l'effet de surprise peut jouer sur 80% des cas, sur les 20 autres pourcents. Ça relèverait d'un autre temps. Donc je n'ai pas voté cette prolongation. Sachant que ça permet aussi de s'interroger, alors qu'on a un arsenal juridique exhaustif en France, parce qu'on est le pays des règlements, des lois, des décrets dans tous les sens, et que chaque fois en fait qu'il arrive un événement un peu exceptionnel, ou par son ampleur, ou par son côté dramatique, on sort du droit commun et on met un état d'urgence. Alors finalement, on se rend compte que tout le corpus de loi qui est voté par le Parlement ne sert à rien, il n'est jamais opérant en cas de problème. C'est-à-dire c'est vrai qu'on vit état d'urgence après état d'urgence. L'exécutif ne fait pas confiance aux lois qu'il demande au Parlement de voter, puisqu'en fait, dans le droit commun, il y a déjà un tas d'outils, un arsenal complet qui permet quand même de régler beaucoup de situations. Mais je reviens sur les premiers états d'urgence. Qu'est-ce qui s'est passé dans la prolongation de l'état d'urgence sans raison en réalité? Après le Bataclan, donc 3 mois et 12 jours après les attentats, eh bien il s'est passé que pour des raisons d'illusion ou de volonté d'une sécurité accrue, nous avons collectivement accepté de renoncer à nos libertés publiques. Parce que l'état d'urgence, c'est ça. L'état d'urgence, ça veut dire on confie à l'État la possibilité de faire sans autre forme de process que d'habitude il ne peut faire qu'avec l'autorisation d'une décision de justice, donc d'un juge. C'est ça l'état d'urgence. Des mesures d'exception, on installe un droit d'exception qui est restrictif de nos libertés. Si on le fait de manière ponctuelle pour régler un problème ponctuel, faisons-le, il faut le faire, ça a été fait entre novembre 2015 et février 2016, parfait. Dès que ça se prolonge sans motif, vous installez pas seulement l'idée, la réalité, le fait qu'un droit d'exception qui restreint nos libertés peut se prolonger dans le temps, même quand il n'y a plus de raison objective de le faire. Et là, il y a un danger. Là, il y a une faille. Et là, il y a effectivement quelque chose qui est, je crois, le principe dans lequel il faut lire l'état d'urgence sanitaire qui nous a été imposé au moment de la crise de la Covid. Alors, j'aimerais... Alors, je vous en prie. Moi. En fait, j'allais partir sur une actualité un petit peu plus... actuelle, c'est tout à fait français, la nomination de Gabriel Attal juste avant le bulletin d'actualité, puis on pourra reparler évidemment ensuite des sujets que vous évoquez. Est-ce que vous avez vu cette nomination du jeune, beau et talentueux Gabriel Attal comme un choix stratégique de la part d'Emmanuel Macron? Comment vous l'analysez?
La nomination de Gabriel Attal en tant que telle, en fait, m'intéresse peu. Parce que ça ne changera rien. Ça ne modifie évidemment d'aucune manière les équilibres et les rapports de force au sein de l'Assemblée nationale. Or, c'est là que se jouent beaucoup des décisions qui concernent notre pays. Je suis plus intéressé en revanche par les réactions qui accompagnent sa nomination. Je vois d'abord que, décidément, les Français ont la mémoire courte. J'entends à propos de Gabriel Attal ce que j'ai entendu à propos de l'élection d'Emmanuel Macron il y a 6 ans. Vive la jeunesse, c'est formidable. On a oublié... Alors, moi, j'ai rien contre la jeunesse, d'ailleurs. Tout le monde a été jeune un jour, même si c'est un état qui passe assez vite. Comment dit Groucho Marx, dans chaque vieil homme, il y a un jeune homme qui se demande ce qui s'est passé. Je trouve que c'est absolument formidable. Bref, parenthèse fermée. Non, c'est l'illusion du jeunisme. Il est jeune, donc ça va tout régler. Bon, et on a vu que l'élection d'Emmanuel Macron, non seulement n'avait rien réglé, mais avait probablement tout aggravé. Deuxièmement, je vois, y compris chez certains commentateurs, réputés plutôt droitiers, donc plutôt opposants à Emmanuel Macron, une espèce de fascination. J'entends l'expression « il faut donner sa chance au produit », je mets des guillemets, c'est une citation. Mais ce serait considéré que Gabriel Attal ne vient de nulle part. C'est-à-dire qu'il n'a pas de passé politique, qu'il est tout neuf, qu'il est... ce qui n'était déjà pas le cas d'Emmanuel Macron en 2017 quand il a été élu président de la République. Mais c'est encore moins le cas de Gabriel Attal. Il a un parcours, cet homme. Il a un bilan, plutôt une absence de bilan, même total, et même plutôt des catastrophes alignées les unes derrière les autres. Non, il n'est pas question de donner sa chance au produit. Et M. Attal, troisièmement, entretient une forme d'illusion. Il va faire du Sarkozy... Il a commencé d'ailleurs. Il va faire du Sarkozy, il va s'agiter un peu dans tous les sens, mais voilà, il arrive avec, je prends cet exemple parce qu'il est révélateur, nous apprenons ce matin que le prix de l'électricité augmentera au 1er février prochain de 10%, ce qui portera la hausse à peu près 40% en un an. On va se demander ce que le Premier ministre va faire et est-ce qu'il va prendre la seule décision qui s'impose en la matière, c'est-à-dire quitter le carcan des accords énergétiques européens. Il n'y a que ça à faire, évidemment, il ne le fera pas. Donc les urgences, si le bilan de M. Attal, c'est non, l'abaya n'est pas un vêtement religieux. Merci de le rappeler, tout le monde le savait, mais c'est bien. Et 2, on est allé chercher un harceleur en pleine salle de classe, encadré par 2 policiers. C'est bien, je ne sais pas si le harcèlement a diminué dans les écoles, j'en suis pas certain. Et je ne suis pas sûr que la pression de l'islam conquérant ait diminué non plus dans nos territoires. Je ne suis pas certain non plus. Donc en fait, M. Attal n'a pas de bilan à présenter à son avantage ou à son actif. Il est nommé pour des raisons de politique sondagière. Là-dessus, je crois que c'est Jordan Bardella qui a dit ça, il a raison. La ligne politique ne changera pas. Et les Français vont mettre à peu près 6 semaines pour se rendre compte que c'était une illusion supplémentaire. Voilà, dernier point, si j'ai encore une minute avant le bulletin. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est le risque que prend le chef de l'État à nommer avant ce qui sera une déculottée aux européennes. Et une catastrophe annoncée malheureusement pour nous tous, qui est celle des Jeux Olympiques. Qui vont se dérouler quand même dans un climat et des circonstances un peu compliquées. L'idée d'avoir au moins attendu les élections européennes, voire peut-être le début de la session parlementaire, c'est-à-dire le début octobre, pour changer de Premier ministre, me paraissait moins dangereuse. Mais il est possible qu'on rechange de Premier ministre à l'automne prochain, si jamais la séquence juin européenne déculottée plus un petit chaos aux Jeux Olympiques, si tout ça se passe mal, nous aurons un autre Premier ministre à la rentrée scolaire prochaine. Je ne comprends pas très bien cette séquence. Il y a un certain nombre de journalistes, et notamment Amélie Ismaili, qui s'est amusée sur le réseau social X à comparer les éléments de langage, les unes qui avaient été employées pour la mise en orbite d'Emmanuel Macron, celle de Gabriel Attal. Et c'est prodigieux. C'est assez semblable. C'est exactement les mêmes éléments de langage. Oui. L'enfant prodige, l'homme pressé, le surdoué, etc., mot pour mot. Et voilà. Et puis c'est comme ça qu'on fabrique un consentement, comme disait quelqu'un de célèbre. Et c'est vrai que toute la machine, y compris les sondages, les sondeurs, participent de cette fabrication du consentement qui, dans le pays réel, a du mal quand même à prendre corps. On peut dire ça. C'est l'heure du bulletin d'actualité. On se retrouve juste après. Il est 9h. Ligne droite.
Alors, avant de repasser la parole à Didier Maistre, j'aimerais revenir sur cet appel transpartisan que vous avez lancé, cette alerte. Il a été signé par vous, naturellement, par Bruno Nors, président du CNIP, par Laurence Trochu, présidente du mouvement conservateur, et d'autres signataires, une vingtaine. Il n'y a pas, je crois, de signataires membres actifs du parti Reconquête parmi les signataires. Non, parce que d'abord, c'est un appel que nous avons voulu lancer dans le cadre de l'Alliance des conservateurs que nous constituons avec le mouvement conservateur et nos amis du CNI, nos amis aussi du mouvement conservateur. Et ça fait partie des actes normaux d'une alliance que nous avons constituée et qui vit sa vie de temps en temps avec Reconquête, de temps en temps sans Reconquête. Et tout ça est tout à fait normal. Par ailleurs, je n'ai pas senti jusqu'ici une appétence particulière de nos amis de Reconquête sur les questions principales qui sont développées dans cet appel. La question des libertés, on en a parlé dans la première partie de l'émission. Et il y a un deuxième volet qui est celui du modèle social français. Alors quand on parle de modèle social français, la plupart des gens entendent le socialisme à la française. C'est pas tout à fait ça. Le modèle social français, c'est ces conquêtes historiques. Alors on parle du Conseil national de la résistance, c'est antérieur. Les allocations familiales, la prévoyance, la sécurité sociale sont inventées avant le Conseil national de la résistance, mais elles sont généralisées par les dispositions du Conseil national de la résistance et elles sont mises au bénéfice du peuple français en totalité après la Seconde Guerre mondiale. Mais les chrétiens sociaux ont inventé tout cela entre la fin du XIXe siècle et le 1940. Donc assurance maladie, assurance veuvage, retraite, allocation familiale, dialogue social, gestion des grands comptes sociaux par les partenaires sociaux, c'est ça le dialogue social, le modèle social français. Et ça, c'est en train de disparaître. Parce que la politique de la Commission de Bruxelles, qui veut faire de la France un élément, une espèce de conseil départemental d'un grand marché ouvert à tous les vents, qui nous prive de notre patrimoine industriel, qui nous empêche de protéger nos richesses, qui nous empêchent d'en produire autant qu'on en voudrait. S'ajoute à cela à nouveau la couardise de nos gouvernants qui n'empêche pas tout ça. Si vous faites la liste de tous les actifs industriels français qui ont été vendus à l'étranger depuis que M. Macron est au pouvoir, il y a de quoi prendre peur, je dis au pouvoir, c'est-à-dire quand il arrive à Bercy déjà, comme ministre de l'économie en 2014. Ça n'est pas donc que d'hier, depuis 10 ans. La liste est monumentale de tout ce qui a été vendu et bradé aux étrangers. En partie parce que le gouvernement français l'a laissé faire, en partie parce qu'il a répondu aux injonctions de la Commission de Bruxelles. Donc ce modèle social français est en danger. Et si nous n'avons ni liberté, ou si nous avons moins de liberté, et si nous n'avons plus de quoi protéger notre population, et assurer le partage, la solidarité qui fait partie de nos obligations, et sans quoi il n'y a pas de société possible, s'il nous manque ces deux choses-là, comment voulez-vous qu'on constitue une société ? Alors vous pouvez faire toutes les politiques que vous voulez. Vous pouvez réduire les impôts, augmenter le libéralisme ou la puissance de l'État, ou les deux en même temps, de temps en temps. Je ne comprends pas très bien comment ça marche, mais admettons, stopper les flux migratoires, je suis d'accord, sortir de Schengen, parfait. Si vous n'avez ni liberté ni modèle de partage, à quoi ça sert ? Ça ne sert à rien. Donc, comme c'est les fondements qui sont en danger maintenant, il ne s'agit plus de se battre sur des modalités de gestion des politiques publiques. Ce qui rend possible et efficace ces politiques est lui-même mis en danger. Si on ne s'occupe pas de ça, si on ne s'occupe pas des fondations, en définitive, le reste ne sert à rien. C'est pour ça que, jusqu'ici, je n'ai pas senti que, chez Reconquête, on était sensible à ces thématiques. Donc, nous faisons ce que nous devons pour... C'est vous, Jean-Frédéric Poisson, qui êtes gentil ce matin, parce que moi, j'ai entendu... J'essaie de prendre je prends votre exemple, mon cher Didier. Vous êtes un maître pour nous tous. C'est très beau ce qui se passe ce matin. Je fais école. Mais j'ai entendu M. Zemmour sur une célèbre radio il y a quelques jours, quelques semaines. Bon, il avait une vision assez libérale, disons-le, décomplexée des choses, et il ne remet pas du tout en cause l'Europe. Quant au modèle social français et à la souveraineté française, bien sûr, il avait mis ça dans son discours de campagne quand il voulait être président de la République, mais enfin, on se rend compte que dans les faits, il n'y a pas vraiment l'épaisseur d'un papier à cigarette entre les positions de la Commission européenne, je veux dire de manière concrète, et ses positions à lui à la fois sur l'essence de cette politique, qui est à la fois néolibérale pour une partie, mais aussi, et c'est ça le vice absolu,
complètement technocratique, c'est-à-dire c'est l'alliance du pire des deux systèmes. Hein. On réglemente tout et on déréglemente ce qui devrait rester dans le cadre des nations. Il y a beaucoup d'hypocrisie, je pense, de la part des partis politiques à droite sur cette question de la souveraineté. Et le souverainisme, on l'agite un peu tous les 5 ans au moment d'une élection présidentielle, et au milieu, c'est morne pleine. Et le modèle social français, on l'a vu à l'occasion de la retraite aussi. Hein. Par exemple, Éric Zemmour a défendu bec et ongle malheureusement cette réforme des retraites. Bon, c'est quand même un peu étrange, non ? Oui, c'est tout à fait étrange. Vous avez raison. Je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est qu'il y a une forme de confusion. Mais qui, encore une fois, provient d'un manque de finesse, d'appréciation de la situation. J'entends souvent, c'est pour ça que j'y faisais référence tout à l'heure, un certain nombre de responsables politiques de droite nous expliquaient que le modèle social, c'est quand même c'est du socialisme déguisé, donc c'est insupportable. Et j'entends la phrase suivante qui consiste à dire, vous vous rendez compte, nos électeurs CSP+, n'accepteraient pas une dose supplémentaire de socialisme, etc., parce que ce modèle social coûte très cher, il ne sert à rien, et ainsi de suite. Et je leur dis, vous savez, quand votre CSP+, vous adresse la parole, il sera très content. Le jour où, par malheur pour lui, il aura un cancer, ou son épouse, ou son conjoint, je ne sais pas qui a un cancer, il sera très content de ne pas payer l'intégralité de la note à l'hôpital, parce que le peuple français perd une partie pour lui. Ou quand il envoie ses enfants à l'école de commerce, il est bien content de voir que l'État, la puissance publique, subventionne ces écoles, ce qui lui permet de ne pas payer la scolarité plein pot, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays. Donc même quand on est puissant ou riche ou aisé dans la vie, ce qu'à Dieu ne plaise, et tant mieux pour ceux qui sont dans cette situation, on profite à plein de cette solidarité, de ce modèle social. C'est la spécificité française. Il est universel. Il n'est pas socialiste, il est universel. Alors qu'il faille le réformer, en améliorer la gestion, en modifier certaines dispositions, tant que vous voulez. J'ai déposé des centaines d'amendements sur ces sujets, parfois avec succès, parfois non. Donc je n'ai pas besoin d'être convaincu de cette nécessaire évolution, mais en tout cas, il faut le maintenir. Et on confond souvent, social et socialiste, et c'est un des virus à peu près inguérissable de la droite depuis d'ailleurs longtemps. C'est fort dommage. Quant au dialogue social, alors il n'y a pas beaucoup de monde de ce côté de l'échiquier qui comprend ce que c'est. C'est malheureux parce que c'est là aussi une des clés de la réussite française. Puis le deuxième sujet, je pense qu'il y a une espèce de peur de l'électorat sur la souveraineté française. Moi, je ne suis pas un Frexiteur obsessionnel. Hein. Je ne considère pas que ça soit l'alpha et l'oméga, ni le point de départ de toute chose. J'avais d'ailleurs un débat sur une télévision amie il y a quelques jours sur ce sujet qui était intéressant. Mais j'entends de la frilosité aussi parce qu'on me dit mais les Français ne veulent pas sortir de l'Union européenne. D'abord, on n'en sait rien, parce qu'on ne leur a jamais demandé. Et deuxièmement... Et quand on leur a demandé, Nicolas Sarkozy s'est assis dessus. C'est exact. La seule fois où on leur a demandé, ils ont plutôt répondu... Enfin, la seule fois. La dernière fois qu'on leur a demandé, ils ont plutôt répondu non. Donc c'est un peu rapide de dire qu'ils ne veulent pas. En fait, on ne sait pas. Mais surtout... On considère dans certains aspects que si Marine Le Pen fait des mauvais résultats, fait des bons résultats, c'est qu'elle a abandonné l'idée du Frexit. Et donc on dit, regardez, la preuve que les Français n'en veulent pas, c'est que tous ceux qui le défendent se comportent mieux quand ils arrêtent de le défendre. C'est oublier une chose, c'est que ce mandat européen Covid 2019-2024, j'appelle mandat Covid parce que ça a été le cœur du sujet, on pourrait l'appeler Covid et Ukraine d'ailleurs, a fait connaître un coup d'accélérateur formidable à tout ce qu'il y a de délétère, de nuisible, de néfaste dans la politique de l'Union européenne à l'égard de la France et des peuples européens en général. Je parlais de l'électricité tout à l'heure. Les Français doivent comprendre que s'ils payent l'électricité ce prix-là, c'est parce que l'Europe est foutue comme elle est et que les gouvernements français ont une trouille bleue de sortir du carcan des accords énergétiques. Donc il y a un lien entre le malheur des gens et la politique de l'Union européenne, ce qui pose la question de savoir ce qu'on fait de cette Union européenne. Mais il faut être... Je ne sais pas s'il faut en sortir, en tout cas, il faut lui casser la figure, ça c'est sûr. Mais lui casser la figure en expliquant que s'il faut être poli, bien élevé, et qu'il ne faut pas toucher à grand-chose, ça me paraît un exercice effectivement assez difficile. Oui, alors la question aussi, c'est celle de l'Europe dans son fonctionnement. Hein, aujourd'hui, on voit bien, alors les esprits les plus aiguisés disent que M. Macron serait en route pour succéder à Mme von der Leyen. Finalement, il y a quand même on l'a vu avec l'histoire, on a
on est passé un peu rapidement sur de la retraite. Finalement, c'est M. Macron qui a lâché tout à la fin que c'était pour rassurer les marchés. En réalité, cette réforme ne va pas rapporter grand-chose, peut-être, je ne sais pas, 25 milliards. On a 3 000 milliards de dettes et petit à petit, on démantèle complètement le modèle social français avec l'appui, voire avec la demande polie mais quand même insistante de la Commission européenne. Parce que on dit souvent non, mais la Commission n'est que l'organe. En réalité, aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la Commission européenne est incarnée par Madame von der Leyen, Bien sûr, qui est la présidente de fait de l'Europe et que le pouvoir a basculé de ce côté-là. Mais encore une fois, parce qu'on la laisse faire. Bien sûr. Elle aurait tort de gêner d'une certaine manière. Tout pouvoir provoque sa propre inertie, sa propre conquête, son propre maintien et sa propre expansion. Enfin, s'il n'est pas contenu, c'est tout à fait naturel. Donc, évidemment que les choses se passent ainsi. Et que ça fait partie de nos difficultés. Elle le fait sans mandat, sans que les traités lui en donnent la possibilité, sans avoir aucun moyen exécutif. Parce qu'en fait, elle décide, mais c'est pas elle qui fait, elle n'a rien. Elle n'a pas d'administration, pas de budget, pas d'effectifs, pas de services, pas de matériel, n'a rien. Donc elle dit, vous allez faire ça, et tout le monde lui obéit. C'est quand même formidable. Ça n'entre pas tout à fait dans ma psychologie, mais enfin, c'est parce que... Est-ce que vous diriez aussi, Jean-Frédéric Poisson, qu'il y a, avant l'Europe, un problème franco-français, je dirais, de conflit d'intérêts, de confusion à tous les étages, puisqu'on l'a vu avec cette réforme de la retraite. D'abord, la Constitution a été dévoyée pour le véhicule utilisé, clairement. Le 49.3, mais il y a eu aussi le Conseil constitutionnel, donc je rappelle que 60% des membres n'ont aucune idée de ce qu'est le droit, ne sont pas juristes, sont des vieillards kakoshim en mal de recyclage ou avec une retraite dorée. Ça, c'est quand même un problème fondamentalement franco-français. Un des drames de notre pays, et ça nécessitera des réformes de fond, c'est que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont été pensés et instaurés pour protéger nos libertés. Nous y revenons. Ils sont devenus en réalité des militants d'un certain nombre de causes politiques, adversaires ou adverses des libertés des individus que nous sommes et de notre peuple. C'est un problème quand les institutions qui sont garantes de notre système deviennent des militants anti-système. Il y a de quoi beaucoup s'inquiéter. D'ailleurs, il y a de quoi être inquiet. Donc c'est pour ça que cette année 2024, pour nous, à partir de cet appel, est une année évidemment de lucidité, mais également d'espérance et de combat. Merci Jean-Frédéric Poisson, merci Didier Maistre. Merci Monsieur Maistre, merci à tous. Jean-Frédéric Poisson, je rappelle que vous êtes président de Via la Voix du Peuple et que vous avez lancé un appel au maintien des libertés individuelles et publiques, des peuples libres dans une Europe libre. Et nos auditeurs peuvent le signer. Absolument, sur le site internet, dont je n'ai pas le... Europe des Racines, vous tapez Europe des Racines sur internet et vous tomberez sur cet appel. Très bien. Vous le retrouvez sur le site du journal Valeurs Actuelles qui l'a publié gentiment avant Noël il y a maintenant un mois. Bon, on ne peut pas le rater. Merci Jean-Frédéric Poisson, à bientôt.